Je l'ai fait avant. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Allô, Aziz allô? Lawen. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à tous nos participants à notre webinaire Connaître les métiers du pharma et rédiger une candidature pertinente. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mohamed Mehdi Amazouz, qui est Talent Acquisition Manager chez Sanofi. Bienvenue Mehdi, marhaba bik, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Yasmine. Merci. Tout d'abord, bonjour à tous et merci à Emploitique et en particulier à toi de me donner l'occasion justement de participer à un webinaire. J'espère justement que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui va être intéressant, que ça va intéresser le maximum de personnes. On va d'abord, tout d'abord, je vais me présenter rapidement, parler rapidement de mon parcours, que vous ayez une idée sur votre intervention. Par la suite, donc, on va parler un peu des métiers liés au domaine pharmaceutique. Voilà, parce que je sais que l'industrie pharmaceutique est une industrie, disons, qui est très attractive, qui attire beaucoup de monde et sur laquelle je pense qu'on se Exactement. pose C'est beaucoup de questions. c'est un secteur qui est très, très attractif pour les candidats et qui semble aussi parfois inaccessible ou bien justement centré ou limité à une certaine catégorie de spécialité. Écoute, pas forcément, Yasmine. Après, bon, tout d'abord, une entreprise dans l'industrie pharmaceutique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entreprise normale, une entreprise classique. Donc, comme toute entreprise, euh, euh, on a une grosse partie des fonctions qui sont des fonctions support qu'on va retrouver dans toute organisation. Yasmine, justement, si tu peux juste partager la slide, s'il te plaît. Oui, Ça va nous alors donner une matière ça à va nous voir. donner Et une idée. entre-temps, voilà, entre-temps, je continue d'expliquer. Il n'y a pas de Très bien. souci. Et comme je vous Alors, disais, donc voilà, donc l'industrie pharmaceutique. Oui, vas-y. non, non, il n'y a aucun souci, hein. Justement, je voulais juste prévenir nos participants qu'ils peuvent en fait préparer leurs questions ou leur partage d'expérience avec nous sur la partie chat et qu'on y répondra à la fin de ton intervention. Ok, parfait, parfait. Écoute, alors justement, donc j'introduis rapidement alors le déroulé. Donc, bon, comme je l'avais expliqué, donc je vais me présenter très brièvement et ensuite on va enchaîner sur les postes et justement sur la question que tu m'as posée. Donc, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, je suis diplômé en marketing. Voilà. Donc, je suis diplômé en marketing et j'ai atterri dans les ressources humaines un peu par hasard. Donc, ça a été un enchaînement de circonstances qui m'ont amené vers les ressources humaines. Et pourquoi je voulais délivrer un peu ce message-là? Déjà pour vous dire qu'il n'y a pas forcément de frontières. On peut très bien avoir un diplôme dans un domaine et ensuite évoluer vers un autre domaine. Voilà. Moi, personnellement, donc j'ai commencé à la société. Bon, j'ai eu des petits boulots dans des centres d'appel et dans d'autres petites entreprises, mais ma première, entre parenthèses, expérience notable, ça a été au niveau de la Société Générale. Donc, j'ai commencé dans les banques. Et par la suite, j'ai enchaîné à Novo Nordisk, qui est une entreprise dans le pharma. Et ça, c'était en 2000. Donc, je suis resté à Novo Nordisk pendant 7 ans. J'ai quitté en tant que Talent Attraction Manager. Et par la suite, donc, depuis 2019, je suis à Sanofi sur un poste de Talent Acquisition Manager. Donc, je suis resté dans le pharma. Donc, déjà, voilà. Donc, déjà, à travers mon parcours, on peut voir que, euh, bon, j'ai suivi un domaine qui est un peu éloigné, disons, de mes études. Et la deuxième chose, c'est que j'ai commencé dans la banque et actuellement, ça va faire maintenant presque 10 ans que je suis dans le pharma. Donc, c'est la preuve aussi qu'il n'y a pas de barrière. Et on va revenir à ce que je disais au départ, c'est que une entreprise pharmaceutique, c'est une entreprise normale. Et dans un premier temps, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, il y a des fonctions support qui vont s'adresser, je pense, à la majorité des candidats. Euh, je pense rapidement au métier de la finance. Donc, par exemple, comptabilité, trésorerie, contrôle de gestion, les métiers aussi liés à la ressource humaine. Euh, je pense par exemple au métier de gestionnaire de paye ou tout simplement de HRBP par exemple. Aussi d'autres métiers qui sont généraux un peu à toutes les industries, par exemple comme le domaine IT. C'est des disciplines qu'on retrouve
dans toutes les entreprises, surtout lorsqu'il n'y a rien à faire avec la digitalisation qui est galopante. Donc voilà, donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a au moins, allez, on va dire, 30 à 40% des postes au niveau de l'industrie pharmaceutique qui sont accessibles à des profils qui viennent de tous les horizons. OK? Donc après, je ne sais pas comment tu veux qu'on procède. Si je réponds aux questions au fur et à mesure selon le sujet, ou alors on va laisser plutôt à la fin les questions. Je préfère qu'on laisse à la fin le temps d'accumuler le temps d'accumuler les questions et justement de laisser à nos participants le temps de bien formuler leurs questions. Ah, yeah, ok, parfait. Très bien. Donc, parfait, parfait. Après, donc, on va enchaîner. Je sais pas, bon, moi, je vais lire la slide. Donc, Mais j'espère je vais vous lire la slide. voilà, j'espère que les participants eux, peuvent l'avoir un peu Je mieux. pense, je Donc, pense voilà, que oui. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous voyez bien voilà, la slide? exactement, moi que vous voyez. Bon, de toute façon, je vais expliquer, hein, et voilà, c'est juste un support. Au-delà de ça, je vais essayer de donner le maximum d'informations aujourd'hui. Oui. Donc, voilà, donc, j'ai mis en premier le métier support, comme je vous l'ai dit, RH, finance, IT. Par la suite, et comme dans toutes les industries, on a aussi des métiers, disons, à haute technicité. Des métiers qui rentrent directement dans le core business, dans le cœur de l'activité de l'entreprise. Oui. Et là, effectivement, on arrive à un panel de métiers où, en termes de profil, c'est un peu plus, pardon, où en termes de profil, donc, c'est un peu plus restrictif. Donc, en premier lieu, j'ai mis, par exemple, le domaine médical et qualité. Je les ai mis dans le même paille parce qu'après, tout dépend des organisations, dépend des compagnies. On peut retrouver les deux disciplines ensemble ou alors d'une manière séparée. Et dans ces métiers-là, donc j'ai identifié en premier les métiers. Allô, allô? Oui, oui, je suis là, Mehdi, je suis là. Ah, très bien. J'ai Et j'ai mis en mis premier la lieu. caméra pour qu'il y ait une meilleure qualité de son et une meilleure qualité d'image pour toi. Ok, parfait. Donc voilà, donc, et en premier lieu, donc j'ai mis les métiers liés au domaine médical, c'est-à-dire les personnes qui sont médecins de formation. Et là, effectivement, oui, étant dans l'industrie pharmaceutique, on a des métiers avec des impératifs en termes de maîtrise de la technicité du métier. Donc là, en l'occurrence, par exemple, du médicament ou des pathologies et des aires thérapeutiques. Et là, effectivement, disons que au-delà de l'expérience, là, on va parler dans un premier temps de background. Le background médical est une exigence sine qua non pour accéder à cette typologie de. Toujours dans cette famille de métiers, j'ai mis aussi les métiers liés aux pharmaciens. Donc, effectivement, l'industrie, comme dans l'industrie pharmaceutique, donc par ricochet, elle offre le plus d'opportunités aux pharmaciens, avec des opportunités, sachant que avec ce diplôme-là, vous pouvez toucher pratiquement à tous les métiers dans une compagnie pharmaceutique. Mais il y a aussi des métiers qui sont entre parenthèses, dédié un peu qu'à eux. Et là, je pense en l'occurrence directeur technique, qui a tout d'abord une exigence au niveau réglementaire que la personne soit diplômée en pharmacie. Et ensuite, même en termes d'appropriation de poste, je pense que le diplôme est non négociable sur cette question-là. Le domaine pharmaceutique est un domaine aussi qui est très réglementé. Et toutes les compagnies ont des départements réglementaires. Et ces départements aussi sont dédiés aux personnes qui ont des diplômes en tant que formation. Et pour finir un peu sur ce chapitre-là, donc j'ai mis aussi les métiers liés à la qualité, donc les métiers de qualiticien. Donc ça peut vous ouvrir des portes et des opportunités en laboratoire, ou alors dans la qualité en termes d'organisation, donc directement au niveau des bureaux et au niveau des offices. Donc voilà, ça c'est un peu pour des métiers sur lesquels, au-delà de l'expérience, le préalable, c'est tout simplement un diplôme de nature médico-pharmaceutique. D'accord. Et ça englobe généralement les métiers les diplômes tels que médecin, pharmacien, biologiste, vétérinaire et autres. Alors, on va enchaîner maintenant sur la troisième famille de métiers. Et je pense que c'est dans ce corps métier où on a, disons, différentes visions des choses et
ça peut prêter entre parenthèses à polémique. Donc c'est tout ce qui touche sales et marketing. Effectivement, Alors, on dit que le plus gros des recrutements justement du secteur pharmaceutique est dédié au poste des sales et marketing. Donc, est-ce oui. que c'est le cas? Alors, oui, la grosse majorité, on va dire, des postes au niveau de la délégation dans une organisation, ça peut représenter jusqu'à 60 à 60% des recrutements annuels, ce qui est pas du tout négligeable. Et oui, la plus grosse partie des recrutements dans l'industrie pharmaceutique, elle est effectivement dédiée à la délégation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie pharmaceutique a connu un dynamisme en constant au cours des 10 dernières années. Donc, je vais pas être focus sur les 2 dernières années, mais je vais plutôt englober toute la décennie où la plupart des compagnies ont connu de fortes croissances. Donc, qui dit croissance dit développement business, développement marché. Et, entre parenthèses, les premiers qui sont au front de ce développement-là et de cette expansion, c'est les délégués. Donc, oui, par ricochet, c'est les métiers sur lesquels on a le plus de recrutement. Très bien, très bien, très bien. Donc voilà, donc j'enchaîne et puis au fur et à mesure, si c'était des questions que tu juges pertinentes, mais n'hésite pas à m'arrêter. Voilà, j'ai répondu. Donc voilà, donc on va commencer par le métier de délégué médical. Alors, le métier de délégué médical, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une exigence en termes réglementaires et légales. Alors, si je me trompe pas, mais bon, je suis presque sûr de ma réponse. Donc, je pense que c'est une loi qui a été votée à l'époque par le ministère de M. Hriaguedon, qui exige à un délégué médical un diplôme, donc en tant que médecin, pharmacien, biologiste, vétérinaire. Normalement, j'ai couvert tous les 4 les 4 diplômes qui ouvrent la voie à ces métiers-là. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le point de départ, c'est une exigence réglementaire et aussi en termes de loi. Et il y a aussi une vision du business à travers cette démarche de prendre des personnes qui ont un diplôme, entre parenthèses, lié au domaine médico-pharmaceutique. C'est l'appropriation technique du métier. Alors, je vais m'expliquer rapidement. Donc, un délégué médical, un sales, un vendeur. Okay. Et c'est des qualités qu'on peut retrouver chez différentes personnes qui ont eu différents parcours et qui ont utilisé dans différents domaines. Là, pour ça, on est d'accord. Quelqu'un qui est bon commercialement, c'est aussi c'est aussi au départ des qualités, des skills. Par la suite, il y a une autre partie pour le métier, c'est l'appropriation du produit en soi, la compréhension de l'ère thérapeutique, l'échange avec la cible. Et un délégué médical, sa cible principale, c'est un médecin. Il visite des médecins, voire des pharmaciens. Donc, pour ces 3 raisons-là, effectivement, l'orientation dans la délégation médicale est donnée aux personnes qui ont des diplômes, je le répète encore une fois, donc dans le pharma, dans le médical, en tant que biologiste et en tant que vétérinaire. Donc voilà, donc c'est pour ces 3 raisons. L'appropriation du produit, elle est plus facile pour quelqu'un qui est médecin, qui est pharmacien, que quelqu'un, par exemple, qui a fait des études dans une école de commerce. Je ne dis pas que c'est impossible pour les seconds, hein, et dans la plupart des pays à travers le monde, il n'y a pas la même exigence qu'en Algérie. Mais effectivement, ça reste un peu plus facile d'expliquer la complexité d'un produit et d'un médicament à quelqu'un qui a fait pharmacie, qui a été biologiste, que quelqu'un qui a fait, par exemple, légal ou finance. OK. Alors, ça, c'est pour la délégation médicale. Là, je vais passer à un métier sur lequel il y a une petite ouverture pour les personnes qui n'ont pas de diplôme scientifique. C'est la délégation commerciale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la délégation commerciale, on ne deal pas avec les médecins, mais plutôt avec des grossistes. Donc, on n'est pas dans la même obligation, 1, légale, 2, réglementaire, et 3, même en termes d'appropriation produit qui est nécessaire, mais qui est moindre que pour un délégué, vu que la personne est principalement des grossistes et que l'échange va être surtout commercial. Donc, tout ce volet de les entreprises
dans le domaine pharmaceutique peuvent aller vers des profils qui n'ont pas un diplôme scientifique. Donc voilà, il y a une ouverture. Après, c'est vrai que ça ne représente pas beaucoup de recrutement annuel. On est, bon, j'ai pas de chiffres très fiables, mais selon ma propre expérience, c'est de l'ordre d'à peu près de 10% Mhm. des postes de sales, ok, donc 10% des 60% des sales en termes de, ok. Très bien. Alors, J'aurais justement une question au recrutement oui, de ces postes qui n'exigent pas en fait de faire partie, enfin, d'avoir une formation scientifique. exactement. Dans le cas où tu recevrais une candidature d'une personne qui est de formation médicale et qui candidate pour un poste dans le marketing, et une personne qui candidate et qui n'a pas justement de formation médicale. Est-ce que tu pencherais plutôt pour celle qui est de formation médicale ou bien plutôt sur celle qui a une formation, par exemple, en marketing ou en communication? Très bien. Donc, si je comprends bien, c'est pour un poste, par exemple, de chef de projet marketing, par exemple. Exactement, exactement. Bah, Allô, allô, je me Yasmine? dis oui, oui, est-ce que tu m'entends? Bah, je me dis que dans le, enfin, Oui, ça va parler en fait peut-être de commercialisation d'un produit médical, d'un produit pharmaceutique. Est-ce que le fait d'avoir une formation médicale va jouer en notre faveur pour accéder à ce poste? Ou bien est-ce que n'importe qui peut justement y prétendre et dans la mesure où tu recevras les deux cas de figure, lequel sera favorisé? bah écoute, dans l'absolu, partant du principe à expérience égale, donc par exemple, on va prendre des profils qui ont 3 ans d'expérience en tant que chef de produit. Allez, on va même dire qu'on a des personnes qui ont 3 ans d'expérience en tant que chef de produit dans l'industrie pharmaceutique. Pour être transparent, oui, la personne qui a un diplôme scientifique aura, on va dire, allez, elle aura un tout petit temps d'avance par rapport à l'autre profil qui n'a pas un diplôme scientifique. Mais euh, bon, d'abord, je vais expliquer un peu le pourquoi, parce que c'est un peu, on va revenir un peu à ce que j'ai dit par rapport aux sales. Donc, tout ce qui est appropriation du produit en soi sera toujours beaucoup plus facile et aisé pour quelqu'un qui a étudié la médecine ou qui a des études en pharmacie ou en biologie que pour quelqu'un qui est par exemple qui a fait une école de commerce. Donc l'appropriation produit elle est plus facile. Mais après, pourquoi j'ai dit que la personne a un temps d'avance et je n'ai pas été définitif dans ma réflexion en disant que forcément on allait prendre la personne qui a le Oui. diplôme scientifique, c'est que ça dépend aussi de pas mal de facteurs. Donc par exemple, quelle est la nature du produit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des produits pharmaceutiques plus complexes. Les produits pharmaceutiques n'ont pas forcément tous la même, entre parenthèses, stratégie, disons, de pénétration du marché. On peut avoir des produits à haute complexité technique, on peut avoir des produits avec une moindre complexité, on peut avoir des produits qui sont nichés sur des maladies rares, comme on peut avoir des produits qui sont euh, plus généralistes, par exemple, comme des produits paracétamol autres. Donc voilà, donc il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir lors de la réflexion, la connaissance de l'industrie pharmaceutique. C'est pour ça que j'ai voulu préciser en disant que les deux personnes étaient issues du même milieu. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, en plus de ne pas avoir un diplôme scientifique et pas avoir une expérience dans l'industrie pharmaceutique, par exemple pour un poste de chef de produit ou chef de produit, toujours un poste très névralgique dans une organisation, ça va être la prise de poste va être complexe et disons qu'elle peut prendre plus de temps que pour quelqu'un qui a déjà une solide base en connaissances scientifiques. Donc voilà, après, ce que je voulais aussi expliquer à travers la slide, c'est que on arrive aussi à une nouvelle ère, avec par exemple l'apparition. Je vais vous donner un exemple. Depuis quelques années, on voit de plus en plus dans les organisations marketing apparaître le poste de chef de projet digital. Et là, par contre, on est dans une nature de métier où l'expertise technique, c'est-à-dire par exemple on commence à avoir de plus en plus de personnes qui ont des diplômes dans ce domaine-là.
Et la familiarisation avec les réseaux sociaux et avec ces nouvelles technologies va être, par exemple, prédominante et plus regardée que le diplôme initial, ou par exemple que l'industrie, l'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Et pour finir, Yasmine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un recrutement, c'est aussi pas mal de critères à remplir. Généralement, quand on va recruter une personne, on va énumérer, on va dire dans les grandes lignes, 5 critères qui vont être plus ou moins hiérarchisés, avec un must-to-have jusqu'à des conditions un peu moins importantes que les premières. Et après, voilà, et après, un recrutement, ça reste toujours une démarche, disons, assez aléatoire, et elle va être liée, par exemple, à la capacité qu'a un candidat à remplir et à cocher le maximum de cases. Donc voilà. Donc ça va être la réflexion et la prise en compte d'un ensemble d'éléments. Mais si je dois répondre, oui, le diplôme dans le domaine pharmaceutique est un en négligeable. C'est une plus-value en fait pour la candidature justement. Alors, merci justement de nous avoir présenté tous les panels de métiers dont dispose une entreprise pharmaceutique. Maintenant, une question se pose. Hein, en fait, comment rédiger une candidature pertinente quand on veut postuler dans une entreprise dans le pharma. Donc là, justement, je vais énoncer la question de Aziza Kawa qui nous dit bonjour, je suis fraîchement diplômée, j'ai fait biologie, spécialité microbiologie avec option contrôle de qualité. J'ai par la suite fait une formation de délégué médical et pharmaceutique et elle a envie justement de se lancer dans la délégation. Elle dit que mon problème est que j'ai du mal à rédiger et orienter mon CV vers la délégation. Ou peut-être vers. Donc, est-ce que tu peux justement nous donner des conseils pour rédiger une candidature pertinente déjà en général, mais surtout une candidature pertinente qui serait dirigée vers les métiers du pharma et vers une entreprise de pharma? Ok, ok. Ben, si tu peux partager, je t'ai envoyé, donc j'ai partagé mon CV avec vous. Alors, On va exclusivité, l'utiliser comme on va connaître vraiment dans le détail vous allez connaître mon parcours. tout le parcours, tout le cursus de Mohamed Mahdi à Mazouz, en Voilà, exclusivité. Guillaume, ça va être la découverte. Exactement, exactement. Donc justement, on va découvrir ensemble tout ton parcours et comme tu l'as dit, toi, tu es parfait exemple que on peut intégrer et qu'on peut réussir dans le domaine pharma sans forcément être du domaine. Alors, donc, très bien. Voilà, parfait. Donc voilà, donc, on va commencer par la première page. Donc voilà, pour répondre justement à la question de demoiselle, et pour répondre d'une manière générale à la question qui taraude pas mal de candidats, comment rédiger un bon CV, une bonne candidature? Bon, j'espère que déjà que mon CV, bon, je suis dans le recrutement depuis 10 ans, j'espère que mon CV disons, est assez pertinent, voilà. Pas forcément en termes de contenu, mais en termes de structure. Et alors, tout d'abord, moi j'ai choisi l'option du CV nord-américain. Ok. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux typologies de CV. Il y a le CV entre parenthèses type tel qu'on connaît là, et qu'on utilise sous Zaire, donc le CV entre parenthèses de l'école française, et les CV utilisés généralement en Amérique du Nord. Alors, la première différence, et vous allez voir au niveau du premier pavé juste en dessous de mon nom. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, pas de photo. Voilà. C'est une question qu'on me pose souvent. Après, les avis sont divers dans le domaine RH. D'un recruteur à un autre, la vision peut être différente. Hein. Et entre parenthèses, je respecte les deux visions euh, et les deux choix. Mais pour ma part, je pense que voilà, j'ai été influencé par ma précédente expérience qui est plutôt orienté dans une culture anglo-saxonne. Donc voilà, donc on part du principe que le CV ne présente pas de photos. Vous allez remarquer aussi que on retrouve dans le premier pavé nom, prénom,
bon, l'adresse que j'ai que j'ai cachée et mon numéro de téléphone. Donc, uniquement les informations liées à ma personne, qui je suis, comment me contacter, et bien évidemment où me situer. Ok. Ça peut paraître anodin, mais bon, j'attire l'attention des candidats sur ce pavé-là. Soyez très minutieux. Par moment, je tombe sur des candidats libres et des numéros qui ne sont plus d'actualité, par exemple, ou alors des adresses mail avec des petites erreurs ou qui ne font pas très professionnels. Donc voilà, donc ça, c'est vous allez remarquer, ça, c'est le point de départ du CV. Le premier truc qu'on voit, c'est nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Donc voilà, soyez vigilants dans cette démarche-là. Et en plus, surtout, c'est pour le candidat. Si on ne peut pas être quel intérêt à postuler. Donc, vous voyez que je n'ai pas mis de mention par rapport à ma situation personnelle, juste mon prénom, adresse et numéro de téléphone. Par la suite, au niveau du second pavé. Vous allez voir, moi, pour ma part, j'ai fait une introduction où j'ai fait un résumé parlant de mon profil, de ma personne, donnant quelques indications sur mes achievements et ma personnalité. C'est un espace qui reste assez libre. Donc, vous avez deux façons de traiter le premier espace. Le premier, c'est d'aller vers ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire rester assez général et faire plutôt un résumé, une overview de votre profil et de qui vous êtes. Vous pouvez utiliser, pour revenir à la question de la demoiselle, vous pouvez aussi utiliser ce pavé pour vous introduire rapidement et pour donner une orientation par rapport au métier, c'est-à-dire que vous allez cibler le poste pour lequel vous allez envoyer ce CV à travers cet espace-là. Et vous allez mettre en avant, je vous donne un exemple. Si j'ai bien compris, la demoiselle, elle est diplômée, donc elle a le diplôme qu'il faut, si je me rappelle, donc c'est Ouais, biologie, elle fait biologie, exactement. biologie et master, avec une petite formation dans la délégation, une petite formation en tant que délégué médical. Mhm. Donc voilà, donc si je l'ai bien retenu, c'est les trois principales informations. Et bien évidemment, sa volonté, sa motivation pour intégrer la délégation médicale. Donc justement, donc, la candidate peut utiliser ce modèle de CV et peut utiliser cet espace-là, comme vous voyez, le premier pavé, pour s'introduire très rapidement et deux, mettre en avant sa candidature par rapport au poste visé, en l'occurrence délégué médical, en mettant très rapidement en avant, qu'elle a un diplôme, par exemple, dans la délégation, et deux, elle peut rajouter aussi deux, trois informations liées à la délégation et à la connaissance de ce domaine-là, pour, entre parenthèses, vendre rapidement son profil. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, alors, quand on diffuse une annonce, on reçoit énormément de CV. Généralement, on a des délais de recrutement aussi qui sont relativement courts et challengeants. Donc, on a l'obligation de dire des CV, le maximum de candidatures, de traiter le maximum de candidatures. Et bien évidemment, on a aussi un impératif lié au temps. Donc, faites en sorte que le CV soit facile à lire et très rapidement pertinent, qu'il touche sa cible très vite. OK? Donc, Justement, Mehdi, Yasmine, dans ce sens, oui, dis-moi. est-ce que tu peux nous dire, toi, en tant que recruteur, combien de temps tu prends à balayer un CV et selon la première appréciation, comment fais-tu pour dire que ce CV est pertinent ou non? Très bien. Alors bon, je vais vous parler de mon organisation à moi, hein. Moi, comment que je suis organisé. Donc, la première lecture. Alors bon, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, on a pas mal d'outils déjà qui nous aident à trier, euh, à trier les CV et en utilisant des outils avec des algorithmes de plus en plus performants. Donc, ça nous permet déjà de ressortir les candidatures qui correspondent le mieux au poste premier. Donc voilà, donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaye tout d'abord de hiérarchiser un peu les candidatures de la plus pertinente à la moins pertinente. Anna, pour ma part, et je vous assure en toute sincérité, les personnes qui me connaissent bien pour en témoigner, dans la mesure du possible, moi ça m'arrive de ouvrir tous les. Voilà.
ça m'est arrivé d'ouvrir 200, 300 CV pour un poste. Et à peu près le temps moyen de lecture, de première lecture, est à peu près 1 à 2, à peu près dans les grandes. Donc moi, je fais 2 lectures. La première lecture, c'est que j'essaie rapidement de repérer les mots-clés. Je vous donne un exemple. Hein. Je recrute pour un poste de délégué au niveau de la région. Tout d'abord, la localisation. Est-ce que la personne a un diplôme scientifique, donc biologiste, pharmacien, etc. Et par exemple, donc, si par exemple sur ce poste-là une expérience elle est exigée, on va dire que c'est un poste de délégué senior. Donc voilà, donc rapidement repérer si la personne a une expérience ou pas en tant que délégué dans l'industrie pharmaceutique. Donc dans un premier temps, moi personnellement, je vais d'abord prendre tous les CV qui vont remplir les 4, 5 conditions sine qua non pour remplir, pour occuper le poste. Par la suite, je vais refaire une deuxième lecture. Bon, par ricochet, ça fonctionne en entonnoir, hein, au fur et à mesure, le nombre de candidatures qui sont. Donc là, je me retrouve avec un panel d'une vingtaine à une trentaine de candidatures. Et là, par exemple, je vais avoir une lecture plus détaillée. Là, la lecture va prendre entre 5 et 10 minutes par profil. Et l'idée, par exemple, le niveau de correspondance le plus poussé. En gros, à la fin, l'idée d'avoir les candidatures classées par pertinence, la candidature la plus pertinente à la moins pertinente. Donc voilà, grosso modo, comment je suis organisé dans la lecture des CV. Et c'est pour ça que j'ai dit que le CV est le premier lien que le candidat a avec le recruteur et il ne faut surtout pas se tromper dans ce premier contact et essayer d'être le plus pertinent possible. Très bien. Donc c'est bon, j'ai répondu, Yasmine? Ok? Yes, merci beaucoup. Non, justement, ça devrait servir à attirer l'attention des candidats sur l'importance de prendre le temps de bien rédiger sa candidature et surtout de la personnaliser. Oui, Donc, voilà, exactement. comme tu Et l'as dit, c'est idéalement de l'adapter. le contact. Très bien. Alors, par la suite, donc, on va défiler les expériences. De l'expérience la plus récente, donc la chronologie est très importante. Pourquoi je vous dis que la chronologie est très importante? Parce que, ce qui est recherché, c'est la dernière expérience, avant tout, ce que je fais actuellement. Pourquoi? Parce que déjà, le recrutement d'une personne va énormément dépendre de l'endroit où elle est, de ce qu'elle fait actuellement. Donc, lorsque vous déroulez vos expériences, vous devez les dérouler vers la plus chronologie. Vous allez remarquer que j'ai mis le nom de l'entreprise, donc la périodicité, l'intitulé de poste, et ensuite j'ai détaillé les tâches que j'ai sur ce poste-là. Pourquoi? Le détail des tâches est très important. Souvent, des personnes mettent uniquement l'intitulé, ça ne suffit pas. Vous savez que aujourd'hui, selon les organisations, selon la typologie des entreprises, selon, entre parenthèses, la grandeur des entreprises, un intitulé de poste peut être différent d'une organisation à une autre. Et c'est là où le détail lié aux tâches prend toute son importance. C'est là où finalement on va voir si la personne est en réelle adéquation avec la job requisition ou pas. OK? Donc, Yasmine, si tu peux descendre, là, descends. Voilà, descends, DD. Donc là, c'est toujours le défilé des expériences. Descends encore. Là, vous remarquez qu'au fur et à mesure, donc c'est toujours la même disposition. Entreprise, périodicité, le titre et le détail des tâches. Voilà, si tu peux descendre. Très bien. Donc là, vous allez voir educational background. Donc là, vous mettez le diplôme que vous avez. Euh, Là, voilà, c'est peut-être quelque chose c'est une bonne idée, hein, quelque chose que je vais faire par la suite. Donc aussi, ce que je vais rajouter moi aussi dans mon CV, ce que je vous encourage à rajouter, c'est par rapport à vos études, c'est aussi essayer de donner aussi un peu plus de détails, même pour les primo-demandeurs. Alors, souvent j'ai la question,
quand on n'a pas d'expérience, il n'y a pas de travail, parenthèse, toutes les entreprises. Donc déjà, je voulais un peu démystifier cette idée, cette notion de bon, hein. On ne cherche pas toujours des personnes très expérimentées. Ce qu'il faut savoir, c'est que un bon recrutement ne se calcule pas au nombre d'années, au nombre de diplômes. C'est avant tout une correspondance. C'est avant tout, c'est comme un puzzle. Il faut que votre profil matche parfaitement avec les exigences liées au poste. Et par moment, on recherche des juniors. Alors, vous allez me dire comment me différencier vu que moi j'ai un diplôme et quelqu'un de la même promotion que moi a le même diplôme. Comment me différencier? Par exemple, les stages, ça reste un très bon moyen. Vous pouvez détailler les stages, les détailler comme une expérience professionnelle, en utilisant toujours la même logique et toujours la même chronologie, et en détaillant, par exemple, les missions que vous avez eu à faire lors de votre stage. L'idée à travers ces informations, c'est de donner du concret par rapport aux compétences techniques et maîtrise de la personne. OK? Très bien, Alors, très bien. si on Donc, peut descendre. Oui, on peut répondre encore. Donc, je continue. Voilà. voilà. Donc là, on est à compétences. Au niveau des compétences, donc moi, j'ai distingué deux typologies de compétences. Et je pense Oui. que ça concerne tout le monde. Donc, les Franchement, compétences. c'est génial que tu en parles, Mehdi, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui nous disent, voilà, on ne sait pas comment mettre en avant nos compétences. Donc, c'est franchement super que tu puisses détailler cela à travers ton propre CV. Ben écoute, justement, alors bon, je sais que l'une des choses positives qu'on a avec le CV anglo-saxon, déjà, c'est la possibilité d'avoir pas beaucoup de pages, hein. Des CV qui font 9, 10 pages, et j'en ai vu, c'est pas forcément pertinent. Mais on peut aller jusqu'à 2, voire 3 pages. Ok, donc déjà, ça nous donne plus de matière et plus d'espace et un champ où on peut mettre en avant ses compétences. Ok, donc voilà, déjà, ça, c'est l'un des côtés bénéfiques du CV anglo-saxon, donc c'est la disponibilité d'espace. Et tout simplement, comme vous allez le voir sur mon CV, j'ai mis en avant des compétences techniques, des maîtrises techniques liées à mon métier. Ok, et en dessous, j'ai mis des compétences humaines, des compétences toujours liées à mon métier. Ok, donc, par exemple, sur les compétences techniques, j'ai mis en avant la connaissance du recrutement, la connaissance de l'industrie, la maîtrise de certains outils. Et en termes de compétences personnelles, human skills, donc j'ai mis plutôt en avant des compétences telles que la capacité à travailler sous pression, euh, à être focus, à être concentré, à avoir une bonne capacité d'écoute. Donc là, je les ai mis en avant dans les compétences humaines. Ok, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, mais un, le CV anglo-saxon vous offre l'espace et vous offre la possibilité justement d'avoir un endroit dédié à ça, à travers, par exemple les compétences, et ensuite vous pouvez les, les dispatcher en deux, les compétences techniques, vos maîtrises, et les compétences humaines avec les traits de caractère que vous avez qui vous aident justement à bien accomplir votre mission. C'est OK? Allô, allô? Yasmine, tu m'entends toujours? Mehdi, oui. Justement, Mehdi, je voulais aussi savoir, est-ce qu'en rédigeant une candidature pour une entreprise dans le pharma, est-ce qu'elle doit être systématiquement en anglais ou peut-on rédiger un CV dans le même modèle mais en français? Alors, bon, tout d'abord, bon, premièrement, tout d'abord, de l'entreprise. Donc, est-ce que c'est une entreprise plutôt saxonne qui est française? Je pense que déjà le premier point de réflexion il est lié à ça. Mais après, enfin, dans la vision des choses, euh, et actuellement, je pense qu'avec les changements et avec le développement, plutôt avec la mondialisation de toutes les entreprises, la globalisation, moi, je suis partisan en là, parce que même dans une entreprise française, les headcounts sont toujours, par exemple, aux Émirats arabes unis, puis dans les pays du Golfe, voilà, en Europe. Ça sous-entend des échanges avec l'international, des nationalités très diverses.
et par ricochet, donc la langue la mieux maîtrisée, ça reste l'anglais. Donc par exemple, si demain vous postulez, et puis vous êtes avec vous, si vous postulez demain pour un poste de marketing manager ou de manager, moi, il est clair que le CV doit être en anglais. D'accord. Mais Très pour bien. d'autres postes, par exemple de primo-demandeur et tout, là, je dirais plutôt tout dépend de l'entreprise. Très bien, très bien. Non, bah, écoute, je te remercie infiniment, hein, Mehdi, de toutes ces précisions. J'espère qu'on a pu répondre justement à Aziza. Et là, en fait, je te propose de passer aux autres questions des participants. Ben écoute, si tu veux, Oui, la semaine. Alors écoute, si tu veux rapidement, je vais finir par un petit truc box sur le CV au niveau de la dernière partie. ok. Voilà. Donc rapidement, et après oui, après on enchaînera bien sûr avec les questions de tous les participants. Donc voilà, donc sur la dernière partie, je vous conseille en tout cas de mettre en avant trois choses. Donc language, les langues maîtrisées, c'est très important. Ok. Donc ne l'oubliez pas. Les IT skills, parce que pour que les RAN fait, dans tous les métiers, on a de plus en plus de systèmes et d'autres outils à maîtriser. Et pour finir, voilà, donc j'ai laissé en dernier Other. Donc là, c'est un peu ouvert à toute information. Alors, pour mon cas, j'ai fait partie d'une association à une époque et ça m'a beaucoup aidé à me développer sur le côté humain. Donc voilà, donc par exemple, j'ai mis en avant ça. Ok. Et c'est aussi un moyen de provoquer la question lors de l'entretien. C'est-à-dire que si demain j'ai un entretien, en mettant ça, souvent je vais avoir une question par rapport à cette expérience-là dans le domaine associatif et ça va me donner à moi l'occasion de m'exprimer, de rajouter des informations sur d'autres qualités que j'ai pu développer, que j'ai pu apprendre de cette expérience-là. Donc voilà, donc c'est juste pour clôturer l'aspect CV. Justement, toi, en tant que recruteur, tu dis que la partie question, ou bien hobby ou la others, comme tu l'as mis toi sur ton CV, peut justement ouvrir un petit peu une conversation avec le recruteur. Et justement, qu'est-ce que tu conseilles aux candidats de mettre sur cette partie justement pour en dévoiler un petit peu plus sur leur personnalité ou sur ce qu'ils ont pu acquérir à travers leur hobby ou leurs expériences, par exemple, dans l'associatif? Très bien. Alors la première question, c'est d'être. Alors la première chose, entre parenthèses, c'est déjà mettez des choses qui vont vous valoriser. Par exemple, associatif, sport, des choses qui vont vous mettre en avant, ou alors même des passions. Pour certains métiers, par exemple, qui demandent de la créativité, voir que quelqu'un est passionné de dessin ou de peinture, ça peut être toujours un tout petit plus. Ça peut être toujours en tout cas intéressant dans la vision globale du profil. La deuxième chose, c'est essayer, c'est pas essayer, mais c'est d'être soi-même. Hein. Généralement, beaucoup de gens mettent en avant des choses assez bateaux, par exemple lecture et sport. Et quand vous leur posez la question sport, ils vous disent qu'ils ne font pas. Et quand on parle de lecture aussi, le dernier par exemple, bon, moi je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions sur cette partie-là. Pourquoi? Parce que je pars du principe que on peut subir par chance ou par X ou Y raison pas mal de choses dans sa vie, hein, par exemple les études ou même alors les expériences professionnelles, on peut d'une certaine manière les subir. Par contre, je n'ai jamais vu quelqu'un subir ses loisirs. Voilà. C'est-à-dire que les loisirs, c'est quelque chose qu'on choisit. Et si vous choisissez quelque chose, ça peut être un véritable indicateur un peu sur votre nature. Et c'est pour ça que, un, mettez-vous en valeur à travers cette rubrique. Deux, soyez vous-même. Mettez des choses qui vous concernent réellement. Et trois, pour finir, soyez précis. Mettre les trois choses habituelles, voyage, lecture, sport, voilà, c'est pas pertinent plus que ça. Par contre, si vous mettez des choses qui vont vous aider à vous vendre, des choses qui vous concernent réellement et des choses qui sont précises, donc j'ai pratiqué tel sport, je suis passionné de lecture en précisant le genre. Euh, voilà, donc ça peut être des vrais indices
indicateur et ça peut par moment même être un point positif et de différenciation par rapport à d'autres candidats. Très bien. Et comme vient de le dire Nassim Ansar, ne pas mentir. Être sincère Enfin, sur, oui, sur oui, surtout, justement je peux, voilà, je peux vous raconter des anecdotes. Voilà, ça arrive, hein. J'ai eu une fois un candidat, lecture, et la personne est très précise sur sa lecture, et comme par hasard, c'était pas la lecture du moment. Et, au départ, c'était juste par curiosité, hein, quand vous savez, quand vous croisez quelqu'un qui est en train de lire le même livre que vous, parlez des personnes, hein, j'ai envie du livre, qu'est-ce qu'on en a pensé la personne? Et là, rapidement, jamais. oui, la personne n'avait jamais lu le livre. Voilà, oui. Exactement. Donc voilà, donc Exact. c'est des petites anecdotes. Bon, c'est pas définitif. Je veux dire, moi, entre parenthèses, j'interprète rien de manière définitive. Je vais toujours mettre les choses dans leur contexte. Mais, comme l'a dit le monsieur, ne pas mentir, être vrai et sincère, c'est aussi quelque chose de bien et de aussi un plus. Très OK? bien. Très bien, très Donc, très bien. Très, très. donc c'est OK pour le CV? Je pense, enfin, je demande à nos participants, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au CV ou est-ce que c'est clair pour vous? Ah. Alors, on va attendre, hein. Donc, on dit oui concernant. Un CV normal ne doit pas dépasser une page. C'est ce que demande aussi Aziza Kawa. Donc là, est-ce on est limité par le nombre de pages et par le nombre d'informations qu'on doit mettre sur notre CV ou pas? Donc, Ben écoutez, j'ai un peu répondu à la question tout à l'heure en disant que moi, personnellement, j'ai pris l'option du CV anglo-saxon qui ne se limite pas à une page, donc qui laisse plus d'espace et plus de marge pour donner le maximum d'informations. Donc voilà, après, pour ceux qui vont prendre l'option du CV francophone, donc ce que je vous ai par exemple donné en termes de détails par rapport au tâches et tout, là, la personne devra forcément ranger un peu et laisser. oui. Alors, j'espère qu'on a justement répondu à ta question. Après, voilà, Voilà. après, j'ai été très honnête, qui m'a là, moi personnellement, j'ai pris l'option justement du CV anglo-saxon pour avoir cette facilité-là. Très bien, parfait. Tu penses qu'elle est mieux adaptée et qu'elle permet aux candidats de mettre en valeur encore mieux leur parcours et leurs compétences? Oui, pour moi, pour être très honnête, moi, si je dois choisir entre parenthèses, d'ailleurs, c'est le choix que je fais personnellement, c'est-à-dire que de postuler pour une entreprise, c'est le CV que j'enverrai. Et j'ai pris cette option-là, j'ai fait ce choix-là. Pourquoi? Parce que, après réflexion et expérience aussi, euh, c'est quelque chose que j'utilise, sur lequel je suis assez familier. Oui, je trouve que c'était en format anglo-saxon est beaucoup plus pertinent. Après, ça reste un avis. Très bien, très très bien. Donc là, alors, Mehdi, on a beaucoup de questions pour toi. D'accord. Donc, que Ah, ça soit sur bon, la alors, partie chat ou sur la partie question. alors, regarde, Alors, on va essayer de répondre à un maximum de vos questions. voilà, parce que voilà, j'aurais aimé rester longtemps, mais bon, pour être transparent, j'ai un entretien Exactement. qui commence par Très Zoom. bien. Donc, on va prendre, on va Donc, prendre deux ou trois questions. Après, Mehdi, je ne sais pas si on pourrait faire une autre petite séance ou est-ce que je pourrais t'envoyer les questions par la suite de nos participants et que tu puisses y répondre par la suite à tête reposée. pas de souci. Bah écoute, oui, c'est comme tu veux. Après, bon, si on a beaucoup, si on n'a pas beaucoup, on peut leur envoyer des réponses individuelles. Je peux t'envoyer les réponses. Après, on va voir comment on va procéder toi et moi pour leur répondre. Bah, sinon, on pourra faire une session. Il n'y a aucun souci. Une session questions-réponses Très, très sur le bien. recrutement dans le pharma. Il n'y a pas de souci. Très, très bien. Très, très bien. Alors, Alors, on va passer, on va à la première question de Ernst qui nous dit pourquoi le secteur pharmaceutique est un secteur si difficile à pénétrer, surtout pour les fraîchement diplômés? Alors ça, c'est peut-être une vision que la plupart des candidats ont.
Donc, est-ce que tu peux répondre à ça? Hmm. Alors bon, est-ce qu'il est difficile à accéder Voilà. Et justement, Oui à et partir non. de là, est-ce que tu peux dire quels sont un petit peu les conseils que tu peux donner, surtout aux fraîchement diplômés, pour trouver un job dans le pharma? Pour trouver un job dans le pharma, bon, alors tout d'abord, tout dépend du type d'entreprise qui sont visées. Mais bon, alors, pour répondre à la question, le pharma n'est pas accessible. Bon, je suis contre cette idée. Le pharma est accessible. Le pharma, c'est une industrie commune. Comme je vous l'ai dit, un bon comptable peut faire le job de l'industrie, un bon RH pareil, quelqu'un qui est de l'état pareil, et même pour certains métiers tels que le marketing, il y a toujours des possibilités, des ouvertures. Après, d'une certaine manière, je pense que le pharma dégage cette impression-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie pharmaceutique, comparativement à d'autres industries, n'est pas aussi grande que cela en termes de postes. Je veux dire que je pense que le premier recruteur en Algérie, tu me corriges, vous avez des meilleurs chiffres que moi au niveau Oui. d'emploi type. Je pense que ça doit être le BTP, si je ne me trompe pas, euh, l'agroalimentaire euh, et par la suite l'énergie. Il y a aussi cette impression-là, c'est-à-dire que allez, sur 10 000 postes postés annuellement, on aura l'impression qu'il y en a moins dans le pharma. Parce que oui, le pharma est une industrie qui est moins volumineuse, entre parenthèses, que les trois que j'ai cités précédemment. Euh, et la deuxième chose, c'est que, je le dis, ça reste une impression et c'est aussi une expérience individuelle. Tout dépend, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte par rapport à ça. C'est vrai que pour les primo-demandeurs, c'est un peu compliqué, voilà, parce que tout ce qui est rare et plus difficile d'accès, mais ils travaillent dans le pharma. Et c'est un conseil que je... Allô, allô, Oui, je suis là, Mehdi. allô, allô. Oui, Mehdi, est-ce Je que ne sais tu pas quel moment vous m'entends? m'avez perdu. Non, Oui, non, oui, je non, on t'a t'entends. pas perdu. En fait, c'est juste peut-être que ta connexion n'est pas très bonne, donc ta caméra était désactivée. Mais on t'entend toujours. Ah, ok. Parce que j'ai l'impression justement que... désolé, j'ai l'impression que je parlais seul pour vraiment. Non, non, on t'entend, Alors, on te reçoit. voilà, donc comme je l'ai expliqué, ça c'est un conseil que je ne donnerai pas uniquement aux gens qui veulent mais à tous les... La première chose, prenez, prenez Alain personnellement, comment je vois les choses. Hein. Il faut construire son expérience. Prenez le premier poste qui vous tombe sous la main, euh, faut le prendre. Faut tout d'abord mettre le pied à l'étrier. Ensuite, faut être persévérant. Ça paiera jamais du premier coup, ça paiera jamais après la première candidature. Pour l'anecdote, avant de trouver mon poste à la Société Générale, à l'époque, j'avais un tableau de suivi. J'avais fait une sorte de petit tableau de suivi sur via Excel. Et bon, je visais pas Société Générale ou la banque spécialement, moi je visais les multinationales. Et j'ai trouvé mon premier job dans une multinationale après ma 65e candidature. Ok. Et voilà, je fais ça m'a marqué 65. Et deux, en faisant avec le petit tableau Excel, avec le temps, je répertoriais toutes les entreprises vers lesquelles j'avais postulé, comment, pour avoir justement une idée où on en est là. Et j'ai postulé 65 fois avant, par exemple, d'intégrer une multinationale. Donc, ne pas se fermer la porte à n'importe quelle expérience et surtout commencer à travailler, à gagner en expérience. Deux, rester persévérant. Et trois, rester positif. Rester toujours positif. En toutes circonstances. N'importe quel échange, quelle interaction que vous avez, restez toujours. Une autre question, donc je ne sais pas si j'ai Oui, répondu, Yasmine. je pense que oui, hein. Après, j'ai une autre question de, Oui. attendez, de Zakaria Gripsa, qui nous dit j'ai passé 4 entretiens au sein d'une entreprise pharmaceutique. Je pense que c'était Sanofi, exactement, Mhm. pour un poste de délégué médical qui s'est malheureusement soldé par un non-lieu. Donc, il dit est-ce que je peux encore postuler pour un poste similaire au sein de la même entreprise? Ou bien, si j'ai été refusée pour une première fois pour ce poste, ça veut dire que je serai également écartée pour une prochaine fois. Donc ça, Alors bon, je vais vous parler parler d'une expérience. J'avais reçu un candidat. On l'avait pas sélectionné. Et bon, le candidat avait été shortlisté néanmoins. Il faisait partie de la dernière shortlist. Et il avait repostulé
un peu plus, 7 ou 8 mois après, et on l'avait pris. Voilà. Juste pour dire que, c'est pas quelque chose qui est définitif, qu'on peut avoir ce type d'expérience, de ne pas être pris, ensuite d'être pris. Après, tout dépend des circonstances et pourquoi la personne n'a pas été sélectionnée. Chose. Et trois, ce qui va aussi être joué un peu, c'est l'aspect lié au temps. C'est-à-dire que un poste et qu'elle repostule le mois d'après, c'est vrai que l'échange est un peu plus loin. Mais elle a personnellement, une année, pour moi, il y a prescription. Je peux très bien revoir un candidat en entretien. Une année, je crois que c'est suffisant pour que la personne ait engagé des changements ou évolué en termes de profil ou en termes d'expertise. Donc, Trop bien. la porte n'est jamais fermée. Parfait, Et parfait, oui, parfait. j'encourage la personne à repostuler. Parfait. Bah, écoute, merci, merci infiniment, Mehdi. Euh, Là, il y a aussi on va prendre une dernière question, hein, du moment que tu es pris par le temps, Mehdi. Je sais que que tu as des Bon, je peux engagements, gratter une demi-minute. C'est un une entretien en demi. interne. Super. Alors, justement, j'avais aussi une question. Donc, j'ai perdu le fil, mais je me rappelle de la question. Ouais, vas-y, dis-moi. C'est une personne qui est dans les RH, Mhm. dans une entreprise de BTP. Et Oui. voilà, donc c'est l'Aziz Bara, il est responsable RH dans le BTP, dans la construction. Est-ce qu'il peut prétendre à un poste de même statut au niveau de l'industrie pharma? Oui, Euh, voilà, même si, voilà, donc est-ce qu'il peut prétendre à un même poste, même si on n'est pas du domaine, surtout dans les RH? oui, 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 surtout dans les RH. Au contraire, dans les RH, c'est l'un des domaines où ça me paraît le plus facile d'avoir ce pont-là. Pourquoi? Parce que la ressource humaine, bon, c'est vrai que quelqu'un qui a une petite expérience, par exemple, dans le recrutement ou dans le talent development, ça peut différencier si vous avez les mêmes expériences, mais que un des candidats connaît déjà le pharma. Mais dans l'absolu, oui, hein, les fonctions support, et entre autres les ressources humaines, sont les fonctions où les passerelles sont les plus faciles d'accès. Très, très bien, très, très bien. Et enfin, Mehdi, pour clôturer ce webinaire, quels sont les conseils que tu pourrais donner à nos chers candidats, justement, pour réussir déjà leur, on va dire leur premier entretien, leur premier job. Là, je m'adresse surtout pour les primo-demandeurs et aussi comment justement faire face à des échecs si on n'a pas justement de réponse de la part des recruteurs. Donc justement, je Alors, voudrais clôturer avec ça. ah bah, très bien. Alors pour clôturer, donc, je vais essayer de donner des conseils par rapport à ça. Alors la première des choses, elle est liée à déjà la préparation du manière générale. Et quand je parle de préparation, c'est à tout niveau de toutes les études. Donc ça passe par un bon CV, clair, précis, sans copie, sans erreur, sans faute d'orthographe, avec des informations tangibles, faciles, claires à lire. Le CV, une lettre de motivation. Moi, personnellement, je lis les lettres de motivation. Et par moments, surtout quand elles sont personnalisées, c'est là où je trouve le côté le plus intéressant. Parce que finalement, on a un aperçu un peu sur le raisonnement et la façon de voir les choses du candidat. Pareil, lettre de motivation, toujours bien écrite, claire. Moi, ce que je. Bon, je vais donner règle à des conseils un peu en vrac. Hein. Quand vous rédigez quelque chose, ne pensez pas à vous, à votre lecture. Pensez à la lecture de votre interlocuteur. Vous allez l'envoyer à quelqu'un. Ça ne doit pas être évident pour vous, ça doit être évident pour lui. La deuxième chose, au jour d'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. C'est une force et une chance. LinkedIn, c'est une force, c'est une aide pour les candidats. Alors, soignez votre profil. Mettez une photo en adéquation et une photo professionnelle. Je vois de plus en plus de photos qui n'ont rien à voir avec les. Je suis triste de le dire. Hein. Ouais, c'est vrai, on a des fois tendance à confondre réseau professionnel et réseau social personnel. Donc, Exactement. Anna, c'est aussi un message, parce que je sais que la plupart des contacts qui sont connectés, moi, en ligne, moi, personnellement, je supprime tout contact qui fait une publication, quelle que soit la nature. Personnellement, hein, sur LinkedIn, ou alors parce que LinkedIn est un espace dédié aux professionnels. Ce n'est pas un espace. On peut échanger sur des questions économiques, des questions
politico-économique. Mais tous les gens qui font des publications privées, j'ai même vu des gens publier des chansons, vous vous rendez compte sur LinkedIn, des chansons sur LinkedIn. Donc voilà, donc au candidat d'être hyper vigilant par rapport à ça. La positivité. La positivité. Soyez positif, soyez agréable. Donnez l'envie aux gens d'interagir avec vous, de vous répondre. Quand on s'adresse à quelqu'un, c'est bonjour monsieur, prière, s'il vous plaît. Jusqu'à présent, avec mes collègues, pour certains, ça fait des années, les formules de politesse, on peut pas écrire à quelqu'un, j'attends une réponse sans bonjour. Au premier contact, là, je vous parle du premier contact. Hein. Merci de me répondre d'une manière agressive. Donc, il y a aussi cette attitude-là à corriger. Donc, ça, c'est un peu le quotidien, plus la préparation. Préparez vos entretiens, préparez l'entreprise vers laquelle vous postulez. Vous savez le nombre de fois où je reçois des candidats qui se trompent d'entreprise, qui ont problème dans l'introduction à nos filles. Je me rends compte assez rapidement que la personne avait oublié que c'était pour Sanofi. Pas bon. Vous voyez, il y a des petites règles, des petits détails à préparer l'entretien. Faites en sorte que vous soyez prêt, que ce soit sur un volet moral, émotionnel, même en termes de questions, de réponses. Préparez vos questions, préparez un petit historique sur l'entreprise, préparez votre historique. Voilà, donc ça se résume à un travail quotidien, à beaucoup d'engagement, à de la positivité et à beaucoup de préparation. À tous les 4 piliers que je dois mettre en avant pour la recherche d'emploi. Très bien, parfait. Et pour Merci. finir, la persévérance. La persévérance surtout. Et comme tu es, moi, ce que je retiens, je retiens 3 mots: préparation, persévérance et positivité. Moi, c'est ce Ah que je oui. retiens, c'est ce que je retiens de tes conseils. Merci encore une fois, Mehdi, pour le Écoute, ben temps que tu merci. m'as accordé, pour ta générosité et surtout pour ta grande implication justement dans ce webinaire. Je remercie également nos participants de nous avoir suivis aussi nombreux aujourd'hui. Mehdi, tu reviens quand tu veux. Marhaba bik, Ben si tu merci. veux. Hein. À la prochaine invitation, je reviens, Inch'Allah. Hein. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, je vous dis à toutes et à tous, portez-vous bien. À très, très bientôt, Inch'Allah, pour un autre webinaire. Au revoir. Au revoir et merci Yasmine et merci à tous. Allez, Slama, au revoir. Au revoir. Au revoir.